Connaissez-vous Hermann Tilke? Architecte allemand et fondateur de l'entreprise Tilke Engineering, il est notamment connu pour avoir été le designer de la plupart des circuits récents présents au calendrier du championnat du monde de Formule 1. Des lignes droites parfois excessives, suivies de freinages brutaux, des zones de dépassement au goût artificiel ou encore des dégagements goudronnés à n'en plus finir qui tolèrent l'erreur de pilotage plus qu'autre chose, sont à l'origine de ce que les détracteurs de cet architecte appellent les tilqueries. Alors qu'il est souvent critiqué pour ses réalisations, notamment parce que nombre d'entre elles ne seraient pas propices à fournir un spectacle en piste de haute facture, Hermann Tilke s'abrite souvent derrière les normes de sécurité imposées par la Fédération internationale de l'automobile pour expliquer le manque de caractère des pistes qu'il a conçues. Et s'il est difficile de lui contester cet argument, d'autres raisons qui tiennent plus à la philosophie originelle de ces circuits sont à prendre en compte. Car désormais, un circuit à la fois exigeant pour le pilote et époustouflant pour le spectateur ne suffit plus à satisfaire les besoins économiques de la F1 en tant que marque visant à grossir. De fait, et aussi surprenant que cela puisse paraître, l'économie de la F1 et son évolution expliquent en partie pourquoi nous sommes passés des somptueux S de Suzuka au tourniquet aseptisé d'Abu Dhabi. Allez, je vous en dis plus tout de suite dans F1 à la loupe. Pour commencer, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier, car les critiques à l'égard d'Hermann Tilke sont parfois injustifiées. Les deux meilleurs contre-exemples restant les circuits d'Istanbul en Turquie et son Super 8, que nous allons tous avoir la joie de retrouver d'ici peu, ainsi que le circuit des Amériques à Austin, qui offre un premier secteur assez remarquable du point de vue du pilotage. Par ailleurs, notre designer de piste fait avec ce qu'il peut et avec ce qu'il a, en suivant les normes de sécurité et en travaillant sur les terrains qu'on lui impose et qu'il ne choisit pas. Et c'est justement là que le bât blesse. Car depuis 1999 et l'inauguration du Grand Prix de Malaisie, l'arrivée de la F1 dans les pays émergents s'est multipliée, de la Chine au Vietnam en passant par Singapour, la Turquie ou encore l'Azerbaïdjan. Ces nouvelles courses, qu'elles aient subsisté ou non, ont toutes un point commun qui n'a pas grand-chose à voir avec le sport auto ou sa culture. Elles visent à faire rayonner à l'international des métropoles émergentes telles que Kuala Lumpur, Singapour, Shanghai ou encore Abu Dhabi. Les puissances publiques de ces villes comptent ainsi sur un effet multiplicateur, incluant la recrudescence des investissements étrangers, une hausse du tourisme et une croissance de la valeur immobilière. Bref, la F1, à l'instar d'autres événements sportifs comme les Jeux Olympiques, n'est ni plus ni moins qu'une publicité et un outil en vue d'accroître le rayonnement mondial de ces destinations d'accueil. De l'autre côté de la barrière, la Formula One Management, c'est-à-dire l'entreprise privée dont l'objectif est de faire croître la marque F1, avait compris grâce au visionnaire Bernie Ecclestone que l'investissement dans les pays émergents et leurs métropoles augmenterait les revenus du sport de façon considérable, puisque la F1 répond à ce besoin de publicité. Ce rapport de force a permis à la Formula One Management de garder un avantage dans les négociations. C'est pourquoi, lorsque le grand argentier de la F1 était encore aux manettes, les contrats entre la quasi-totalité des circuits des émergents et la Formula One Management comportaient une clause permettant à la F1 d'augmenter les droits d'organisation auprès des pays hôtes afin de recevoir le paddock de la F1 jusqu'à 10% par rapport à l'année précédente. Ecclestone, tout comme son successeur Chase Carey, sont donc parfaitement conscients que les villes émergentes d'Asie ou du Moyen-Orient sont en concurrence entre elles dans leur quête de visibilité internationale. Et ils instrumentalisent donc cette concurrence en exigeant des frais d'organisation de plus en plus importants d'une année sur l'autre. Ceci explique pourquoi les frais d'organisation exigés aux étapes traditionnelles européennes sont toujours beaucoup moins importants que ceux demandés aux nouveaux circuits asiatiques, avec par exemple le Grand Prix de Grande-Bretagne coûtant actuellement 18 millions d'euros en droits d'organisation contre 69 millions à Abu Dhabi. On comprend également mieux pourquoi la discipline se voit aujourd'hui être attirée par des villes candidates au profil émergent, culturel, festif et touristique. Des villes où l'environnement urbain est plus important que la qualité du circuit. Des villes où la présence d'une élite financière dite jet-set est assurée. Des villes où la couverture médiatique et publicitaire permet à la Formule 1 de toucher un nouveau public. Et surtout des villes prêtes à débourser des sommes colossales à la Formula One Management afin d'organiser un événement sportif qu'elle juge publicitaire. Bref, autant de critères qui dévoilent les exigences organisationnelles de la F1 dans ses velléités de conquête mondiale et que Hermann Tilke doit impérativement prendre en compte dans ses designs de pistes. Mais justement, comment réaliser une piste de qualité face à ces nouvelles contraintes ? On parle certes beaucoup de mondialisation de la F1, d'Asie, de métropoles émergentes, de dynamisme économique ou encore d'argent.
En revanche, on traite beaucoup moins le sport automobile et ce qui en fait sa substantifique moelle, à savoir le circuit. Donc pour bien comprendre la dynamique économique de la F1 depuis 20 ans et son impact sur le caractère et la qualité des nouveaux circuits, à la fois pour les pilotes et pour les spectateurs, une petite comparaison est de rigueur. Le Grand Prix du Japon et le Grand Prix de Chine sont deux manches asiatiques présentes au calendrier de la F1 depuis respectivement 1976 et 2004. Mais comme on va le voir, les raisons initiales de leur présence diffèrent totalement. Car dans un cas, le pays d'accueil avait embrassé les préceptes du sport automobile avant même d'accueillir un Grand Prix, alors que dans l'autre, c'est la F1 qui a dû s'adapter à son pays d'accueil en espérant le séduire. Le premier Grand Prix du Japon s'est tenu à Fuji en 1976. Cette année-là, le Fuji Speedway a été le théâtre d'une issue d'anthologie entre Niki Lauda et son meilleur ennemi pour le titre, James Hunt, un épisode magnifiquement raconté par le film de Ron Howard, Rush. Mais en coulisses, l'association de la F1 avec le Japon s'était fondée sur le succès concret d'une économie. L'industrie automobile nippone, dont la croissance a été fulgurante entre 1950 et 1985, notamment grâce au système managérial du toyotisme, en est l'expression. Cet essor de l'automobile au Japon a connu deux phases. La première, de 1950 à 1970, fut celle de l'écoulement du marché intérieur japonais. Puis la deuxième, de 1970 à 1985, celle de la conquête des marchés par une politique d'exportation permise par la saturation du marché intérieur et l'abaissement des barrières protectionnistes. Ainsi, la tenue du premier Grand Prix du Japon au milieu de cette décennie n'est pas un hasard. Elle est le reflet de cette stratégie d'ouverture dont le but était de conquérir le marché automobile mondial. La puissance de l'industrie automobile nippone favorisa naturellement l'émergence d'une culture automobile au Japon. Ainsi, le succès de Honda, motoriste qui fit les beaux jours des écuries McLaren et Williams dans les années 1980, avec 6 titres de champion du monde des constructeurs, marqués par les duels d'anthologie entre Alain Prost et Ayrton Senna, a fait du Grand Prix du Japon l'un des plus populaires du calendrier. Cette culture du sport auto a également facilité la réalisation de pistes de caractère, conçues pour la Formule 1, ses pilotes et son spectacle, et dont Suzuka constitue le symbole ultime. L'ensemble de ce raisonnement n'a pas seulement été appliqué au Japon, mais dans la quasi-totalité des manches européennes, où l'amour du public pour la F1, fruit d'une industrie automobile compétitive et prestigieuse, a favorisé la conception de pistes spectaculaires et appréciées des pilotes, tels que Spa, Silverstone, Zandvoort, Monaco ou encore Monza. Et comme par hasard, ce sont précisément ces grands prix dont les tribunes se remplissent sans peine chaque année. L'organisation du premier Grand Prix de Chine en 2004 répond à une logique tout à fait différente. En effet, la F1 s'est ici appuyée sur des critères majoritairement financiers et spéculatifs, sans tenir compte du rapport de la population locale au sport automobile. À cette époque, la ville de Shanghai était le prototype de ces métropoles émergentes en quête de rayonnement et prête à débourser des sommes colossales afin d'organiser un événement sportif d'envergure. Si Pékin, l'autre candidate, avait été écartée puisqu'elle concentrait les pouvoirs administratifs et politiques, Shanghai aspirait à devenir une ville cosmopolite, festive, commerçante, touristique et attirant une clientèle jet-set, soit, vous l'aurez compris, tous les critères exigés par la F1 moderne. Pourtant, alors que la Chine voit émerger une classe moyenne qui devrait être réceptive à ce type d'événement et une industrie automobile en essor, cette automobile n'y est pas autant culturellement ancrée que chez le voisin nippon. Alors pour brasser un maximum de monde, notre ami Hermann Tilke construit une piste proche des axes de communication de Shanghai et près des nouveaux quartiers dynamiques de la ville. Et il tente également de respecter les us et coutumes chinoises, en concevant une piste à la bonne altitude et en suivant à la lettre la philosophie traditionnelle du Feng Shui chinois. Mais la sauce ne prend pas comme en Europe ou au Japon, car faute de popularité initiale, la Chine a toujours eu du mal à remplir les tribunes du circuit de Shanghai. Excepté en 2004 où le Grand Prix inaugural avait attiré 260 000 spectateurs curieux, ce chiffre est tombé à 155 000 en 2010 et remonte timidement la pente depuis 10 ans. L'analogie entre les fondements du Grand Prix du Japon et ceux du Grand Prix de Chine est ainsi révélatrice de la dynamique actuelle de la F1.
La volonté de créer un Grand Prix du Japon, comme pour la plupart des épreuves européennes, s'est fondée sur des éléments concrets. Un succès économique réel assurant une ferveur populaire réelle et qui s'est répercuté sur la qualité de la piste et son challenge pour le pilote. A l'inverse, la F1 en Chine s'appuie sur une attente financière pour la F1 et des espoirs médiatiques et de développement urbain pour les villes hautes, donc sur une logique bien plus spéculative et qui n'ont rien à voir avec le sport automobile au final. Le but ultime étant de mettre en lumière un pays, une capitale ou un complexe sportif, et c'est pour cette raison que les fameuses Tilkeries tant décriées se voient encore plus sur ces circuits. En Russie, on fait serpenter une piste autour d'un complexe olympique sans grand intérêt. À Abu Dhabi, on construit un village de yachts et un hôtel aussi gigantesque que glamour, auquel vient se greffer maladroitement une piste sinueuse et morne pour le spectacle. Et au Vietnam, dernier Grand Prix du type en date, on tente de mixer des grandes lignes droites et des gros freinages en plein milieu d'une métropole dans l'espoir de voir un véritable show émerger. Plus inquiétant encore, d'un point de vue économique, l'exemple de la Chine peut s'appliquer à l'ensemble des Grands Prix asiatiques pour lesquels le même raisonnement a été appliqué par la Formula One Management. Profiter des droits colossaux versés par les hôtes sans savoir si le succès de l'événement sera véritablement au rendez-vous. Un jeu profitable pour la F1 à court terme, mais néanmoins très risqué à long terme. Les défunts Grands Prix de Malaisie, de Turquie, de Corée du Sud et d'Inde en sont la preuve et ont pris la poudre d'escampette après y avoir laissé des plumes financières. Les négociations entre la FOM, donc la Formula One Management, et les propriétaires de circuits sont donc désormais structurées par ces nouveaux critères auxquels le potentiel pays d'accueil doit répondre en vue d'organiser une course de F1. Or, ce sont des normes auxquelles de nombreux Grands Prix européens ne répondent plus. Autrement dit, l'Europe se contente de ces circuits magnifiques mais ne paie plus assez la F1, ce qui en fait, selon les dires de Bernie Ecclestone, le tiers-monde en termes d'organisation. De ce fait, et aussi cruel que cela puisse paraître, la F1 n'a pas hésité à menacer, voire à sacrifier des Grands Prix européens populaires et historiques au profit de destinations beaucoup moins convaincantes pour le paddock et le public afin d'assurer sa croissance. Morale de l'histoire, n'en veuillez pas trop à Hermann Tilke, il doit composer avec plus grand que lui. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire vos réactions, vos accords ou vos désaccords, à liker, à partager et à vous abonner. Allez, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast de F1 La Loupe, ciao!